Bonsoir. Au nom de l'Association des prisonniers politiques chiliens en France, nous remercions de votre présence. Et, dans le cadre des 50 ans des coups d'État du Chili de 1973, nous avons organisé en tant qu'association une série d'activités qui s'est duré pendant quelques mois. Dans ce même cadre-là, on veut présenter les derniers ouvrages d'Emilio. Oui, juste après. D'Emilio. Alors, Emilio, on le connaît plutôt pour son ouvrage cinématographique, surtout ses films et documentaires. Son travail en tant que réalisateur et en tant que collaborateur pour les autres metteurs en scène, selon lui-même, il a en partie été influencé par la situation du Chili, par ce qui s'est passé au Chili et par sa situation personnelle. D'une façon, des fois un peu éloignée, mais toujours la présence de ce qui s'est passé, le coup d'État en 1973 est présente. Dans le travail cinématographique, seulement pour présenter un peu l'ouvrage, je voudrais parler des trois ouvrages. Le premier, c'est son film Terre sacrée, qu'il a fait en 1985, en plan dictature, en période où Emilio il a pu rentrer au Chili après 12 ans d'interdiction, parce que pendant le coup d'État, Emilio il était en France pour étudier le cinéma, et c'est là qu'il a vécu les événements du Chili. Et dans cet film, il raconte un peu l'histoire des résistants. Le film il a été filmé au Chili avec des conditions très particulières, et donc en 85-86, la dictature, il avait comment s'appelle, un pic de répression dû à la situation des mouvements d'opposition qui sortaient dans les rues, et donc la répression c'était assez sévère. Et donc le courage d'Emilio pour filmer ces films-là, avec tout ça montre un peu son attachement à vouloir montrer ce qui se passait au Chili à ce moment. Et on peut parler aussi de son documentaire Les orphelins de l'exil, de Condor, pardon, que c'est un documentaire sur les plans Condor, mais c'est surtout sur la sorte que les différents polices des pays qui composaient les plans Condor, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les enfants des résistants qui arrêtaient et qui, la plupart du temps, assassinaient. Et là, dans ce documentaire, moi ça m'a frappé parce que je l'ai vu après, je l'ai vu il y a quelques années seulement, mais je me souviens au Chili, quand au Chili il y a eu tout comment ça s'appelle, beaucoup de bruit, parce que 2 enfants, ils ont été découverts à Valparaiso, 2 enfants de 4 ans et d'1 an et demi, je ne sais pas si certains Chiliens ici se souviennent, et qui ne savaient pas d'où ils sont apparus,
les garçons qui avaient 4 ans à ce moment-là, ils parlaient avec un accent argentin. Au fur et à mesure, ils ne sont pas découverts qui étaient les parents, où ils étaient les parents, ou quelqu'un de la famille, et donc ils ont été, comment ça s'appelle, pris par une famille chilienne. Mais après, 2 ans après, ils ont découvert que c'était des enfants qui c'était des enfants d'un couple uruguayen qui s'étaient échappés de la répression de l'Uruguay pour arriver en Argentine, et en Argentine, ils ont été arrêtés, ils ont été tués, et les enfants, ils ont été ramenés en Uruguay par la police secrète uruguayenne, et après, on ne sait pas encore exactement comment, ils sont apparus un jour au Chili, comme ça. Donc ça montre très un peu les niveaux des travail qui faisait la police dans tous ces pays-là. Et donc c'est un travail vraiment remarquable des milieux sur la situation à ce moment-là. Et le troisième document et film que je vais brièvement parler, c'est les héros fragiles, on va voir un extrait tout à l'heure, qui sur son travail sur, peut-être son travail le plus personnel, parce qu'il lie son histoire un peu à l'histoire de Chili, à la grande histoire de Chili et son grande histoire à lui. Donc, comment ça s'appelle, héros fragile, il parle sur la base de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec les hommes qui ont combattu l'armée dans des conditions vraiment sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit, mais qui quand même ils sont résistés à les bombardements de la dictature. Et dans ces bombardements, à l'attaque à la Moneda, c'est ce qu'ils voulaient. Ils sont morts des personnes très importantes pour le milieu, son beau-père et Allende, c'était un copain. Et donc, à partir de là, la réflexion d'Emilio dans ces films-là, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là qui sont capables de donner sa vie d'une façon ou d'une autre pour ces idéaux, surtout que sa réflexion aussi, il l'amène à dire, mais pourquoi? Quels sont ces idéaux aussi importants qui méritent de faire ça? Et donc, lui, il se questionne énormément sur ça, est-ce que ça mérite ou pas? Non, c'est pas sacrifice, mais donc, en tout cas la mort des personnes qui sont très importantes. Mais aujourd'hui, on voudrait parler d'un nouveau aspect du travail de création d'Emilio, qui c'est l'écriture. Et il vient d'apparaître au Chili le livre. Ah, il a disparu. Luz de invierno, crónicas de exilio y arraigo, lumière de la luz d'hiver, les chroniques de l'exil et des enracinements, pardon. Alors, son livre dans son livre, Emilio, il parle à un moment donné de qu'est-ce que, en tant qu'exilé, en tant qu'expatrié, comment on peut reconstruire ou trouver un lieu, un endroit où on peut se poser quelque part pour
un peu reconstruire les morceaux de l'histoire personnelle qu'ils disent, ils étaient partis un peu partout. Et ce travail-là, il est fait à partir de l'île de Formentera, une petite île, la plus petite île de l'île Baléares, où il a vécu de façon intermittente pendant des années. Et à partir de là, il nous raconte un peu aussi bien la vie de cette île-là et de ses copains, de ses amis, comment il arrive à créer des liens avec des gens, des travailleurs de cette île-là. Et il nous raconte à partir, ou à travers la vie de ses amis, une pan de l'histoire de l'Espagne, à travers ce qui s'est passé avec la guerre civile espagnole, en partie aussi comment c'est des notions de ce qui s'est passé avec l'arrivée de la pensée anarchiste dans l'île. Mais pas seulement ça, aussi à partir de là, il fait des va-et-vient sur son histoire, sur ses rencontres avec son travail, avec des rencontres avec les directeurs connus, Truffaut, Costa Gavras, etc. Et il va nous raconter, il nous raconte un peu sa reconstruction pendant tout ce temps-là, en tant qu'exilié et en tant que personne qui se questionne beaucoup de choses, sur ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe dans le monde après les drames, après les 73, où ils disent que tout ça en faisant le parallèle entre, par exemple, dans son île, c'est la vie simple mais heureuse des personnes, et comme après le système qui a gagné en 73, qui impose une sorte de consommation même des territoires, et comment il va petit à petit détruisant un peu ces simplicités, mais que ces simplicités qui l'a permis à lui et à d'autres de se reconstruire, de trouver une place après que lui, il avait perdu sa place dans son pays. Et même s'il n'a pas rompu avec le Chili, mais il sent qu'il y a une sorte de lien qui s'est cassé avec cette nouvelle, comment dire, c'est ce qui s'est construit au Chili après les coups d'État et surtout après la dictature. Mais il nous invite donc à faire ces voyages. Je pense que c'est une invitation à nous tous, hein, en tant qu'exiliés aussi, de retrouver un peu cette île pour nous poser et pour essayer de nous reconstruire, de ramasser un peu les morceaux que nous avons laissés un peu partout. C'est un très beau livre. Malheureusement, il n'est pas arrivé aujourd'hui, donc on ne peut pas vous proposer. Et sa traduction en français, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc moi, je vous laisser à l'auteur pour qu'il parle de son livre, nous présenter, et après on verra un extrait du film de Les Héros Fragiles. Merci. Alors, voilà, d'accord. Bonsoir, merci d'être venu si nombreux. Et à la prochaine. C'est sympa, je suis content. Et oui, malheureusement, je suis très content d'avoir édité ce livre-là, qui au départ c'était juste des réflexions que je faisais tout seul dans les nuits d'hiver dans l'île de Formentera, et qui peu à peu a commencé à prendre une certaine consistance. Et puis j'ai eu la chance de trouver un éditeur chilien qui est un très bon éditeur qui s'appelle Catalonia, Arturo Infante, qui a beaucoup aimé les textes, et qui m'a permis de faire exister ces réflexions très personnelles, avec toujours une tentative d'universalité quand même, parce qu'on a besoin de communiquer. Et pour ceux qui parlent espagnol, malheureusement, je devais recevoir les livres venant du Chili ces jours-ci, mais je ne l'ai pas reçu encore.
Et donc du coup, on peut toujours, je sais que les gens n'aiment pas faire ça, mais on peut toujours le faire venir par Amazon. Vous mettez Luz de Invierno. Mais sinon c'est impossible, donc vous ne pouvez pas le lire. Il n'y a pas moyen. Voilà, et ça s'arrête là. Et concernant ces textes, je vais me permettre de lire quelques petits textes qui ont été des textes qui m'ont permis, en général, il y a 3 textes, regardez, c'est Borges, Sábato et Octavio Paz. Ces textes-là sont très courts, mais ils sont des textes qui me sont importants très personnellement, non seulement pour écrire, mais même pour faire des films. La plupart des choses que j'ai faites, ils ont été éclairées un peu par ces pensées-là. Donc je vais me permettre de lire 2 en français et une dernière en espagnol, parce que je n'ai pas la moyen de la traduire. Donc, la première, c'est un texte qui date d'il y a assez longtemps, de Borges, qui dit quelque chose qui m'est très important, même dans la création cinématographique, documentaire, ou même littéraire. 2 phrases. L'une est de Homère, ou de ces Grecs que nous appelons Homère. Il dit dans l'Odyssée, « Les dieux tissent des malheurs pour les hommes, afin que les générations à venir aient quelque chose à chanter. » La seconde, bien postérieure, est celle des Mallarmé, et elle répète de façon moins belle ce qu'il dit Homère. Il dit « Le monde est fait pour aboutir à un beau livre. » Nous avons là les 2 différences. Les Grecs parlent des générations qui chantent. Mallarmé parle d'un objet, d'une chose parmi les choses, d'un livre. Mais l'idée est la même. L'idée que nous sommes faits pour l'art, que nous sommes faits pour la mémoire, que nous sommes faits pour la poésie, ou que, peut-être, nous sommes faits pour l'oubli. Mais quelque chose demeure. Et c'est quelque chose, c'est l'histoire ou la poésie, qui ne sont pas essentiellement différentes. Ce texte-là, il est important parce qu'à chaque fois que je fais un film, j'ai une volonté de raconter une histoire, mais aussi de raconter quelque chose qui va au-delà de l'histoire. Une dimension poétique, une dimension émotionnelle qui est de l'ordre de la poésie. Donc voilà, première chose. La deuxième chose, c'est un texte beaucoup plus simple, qui est de Sábato, 2 Argentins déjà. Pourtant, nos voisins, on est toujours un conflit un peu, mais voilà. Alors, les premiers textes de Sábato, je vais le lire en espagnol. Vous êtes tous, presque tous hispanoparlants ici, non? Mais je vais faire une traduction après. Le texte s'appelle Le Chaos. Il dit, en espagnol, extraviado en un mundo en decomposición, entre restos de ideologías en bancarrota, la escritura ha sido para mí el medio fundamental, el más absoluto y poderoso, que me permitió expresar el caos en que me debatía. Y así pude liberar no solo mis ideas, sino sobre todo mis obsesiones más recónditas e inexplicables. La verdadera patria del hombre no es el orbe puro que subyugó a Platón. Su verdadera patria, a la que siempre retorna luego de sus periplos ideales, es esta región intermedia y terrenal del alma, este desgarrado territorio en que vivimos, amamos y sufrimos. Y en un tiempo de crisis total como el de hoy día, solo el arte puede expresar la angustia y la desesperación del hombre, ya que a diferencia de todas las demás actividades del pensamiento, es la única que capta la totalidad de su espíritu, especialmente en las grandes ficciones que logran adentrarse en el ámbito sagrado de la poesía. La creación es esa parte del sentido que hemos conquistado en tensión con la inmensidad del caos. No hay nadie que haya jamás escrito, pintado, esculpido, modelado, construido, inventado, a no ser para salir de su propio infierno. Voilà, ça c'est un texte que j'aime beaucoup aussi. En français, on y va. On y va, texte. Perdu dans un monde en décomposition, au milieu des restes d'idéologies en faillite, l'écriture a été pour moi un moyen fondamental, le plus absolu et le plus puissant qui m'a permis d'exprimer les chaos dans lesquels je me débattais. Et ainsi j'ai pu libérer non seulement mes idées, mais surtout mes obsessions les plus cachées et les plus inexplicables. La véritable patrie de l'homme n'est pas l'orbe pur qui a subjugué Platon. Sa vraie patrie
à laquelle il revient toujours après ses errances idéales, est cette région intermédiaire et terrestre de l'âme, ces territoires déchirés dans lesquels nous vivons, aimons et souffrons. Et en temps de crise totale comme aujourd'hui, seul l'art peut exprimer l'angoisse et le désespoir de l'homme, car à la différence de toutes les autres activités de la pensée, il est le seul à saisir la totalité de l'esprit, surtout dans les grandes fictions qui parviennent à entrer dans les domaines sacrés de la poésie. La création est cette part de sens que nous avons conquise en tension avec l'immensité du chaos. Il n'y a personne qui ait jamais écrit, peint, sculpté, modélé, construit, inventé, si ce n'est pas pour sortir de son enfer. Voilà, troisième texte. C'est beau ça, pas mal. Et là, je vais finir, mais là j'ai le malheur de ne pas pouvoir la traduire, mais je vais finir par un texte à moi, de mon livre Luz de invierno. Et ce texte-là, je voulais le lire parce que, malheureusement, je ne pourrais pas les traduire, parce que je n'ai pas les textes avec moi, la traduction. Mais il va permettre d'éclairer l'extrait du film que je vais vous montrer après. Après cet extrait du film, nous pourrons débattre sur un certain nombre de thèmes qui sont évoqués dans cet extrait-là qui dure 20 minutes et qui pose des jalons qui nous interpellent toutes et tous sur les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Le film que j'ai fait, c'est un film qui a maintenant plus de 15 ans, mais sans aucune prétention, je le dis, il est toujours d'actualité. Il a une modernité qui est le fait de bouleversement politique du monde et de la mise en place du néolibéralisme capitaliste dans le monde aujourd'hui. Et donc, du coup, ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Je suis désolé de ne pas pouvoir le lire en français, mais bon, je vais le lire en espagnol. Le texte s'appelle, dans le livre, La bestia senza pace, c'est-à-dire, en italien, la bête qui ne connaît pas la paix. Todo había más o menos comenzado por una cita de William Shakespeare, que era un gran amigo, que un gran amigo de mi padrastro, el periodista y escritor Hernán Uribe, me repitió una noche en el restaurante Las Lanzas de la Plaza Ñuñoa, mientras compartíamos una botella de vino tinto. La traducción aproximada al castellano sería: la bondad de los hombres se va con ellos en sus tumbas cuando mueren. La maldad de los hombres, ella perdura. Me parecía terrible esa observación del gran autor inglés porque se inscribía muy cerca de la verdad. Así empezó a surgir la idea de una película que intentara proponer una ética y una estética de la fragilidad. Pensaba que en todo el mundo, en plazas y parques, en medio de jardines floridos, aparecen estatuas gigantes de militares arrogantes, montados a caballo con armas en las manos, festejando el triunfo de la sangre y de la muerte. Son los héroes de nuestra civilización y están ahí para recordarnos el valor, el coraje o la intrepidez. Yo pensaba en el Palacio de la Moneda bombardeado por los militares chilenos, traidores a la patria, y pensaba en los hombres que defendían el palacio frente al acoso golpista mientras la bandera de Chile ardía en el mástil de la Moneda. Los héroes, claramente, indiscutiblemente, eran ellos, los civiles defensores del palacio, los más frágiles, los que defendían con sus ideas la justicia y la equidad ante la prepotencia de los poderosos y de sus aliados. Así aparecía en filigrana en mi mente la idea de intentar rescatar la bondad evocada por Shakespeare y la fragilidad como esencias del heroísmo y conservarlas como un mensaje para construir el futuro. La lealtad, la ética, la bondad como elementos constitutivos de una nueva esperanza. Proponer una reflexión en torno a unos acontecimientos históricos bien precisos ocurridos en Chile y tratarlos a través del prisma mágico de la subjetividad. Pensaba en los murales mexicanos o en los huipiles guatemaltecos, un sorte de paseo por entre los bordados de la historia. Ese es el texto que corresponde un poco al extracto de la película que vamos a ver ahora. Entonces, estimado Héctor Vázquez, cuando usted quiera.
préserver l'American Way of Life, il faut d'abord protéger les intérêts économiques de l'Amérique dans le monde. Tu peux éteindre la lumière? Et Dorman l'aura compris dans sa propre chair. L'impérialisme est un système où l'économique et le militaire sont indissociables. Mais au Chili, les États-Unis sont allés au-delà de la simple protection de leurs intérêts. Ils ont expérimenté un nouveau modèle économique dans un pays soumis à la dictature. Joins us now from New Orleans. David Lee. Whereas there is an easy calm here this evening, the tower is still out in New Orleans. The only lights you'll see are the ones provided by our camera crew. Les prix Nobel Milton Friedman est l'architecte du projet économique du Chili de Pinochet. Il a formé la crème des économistes et idéologues qui vont appliquer au Chili les théories néolibérales, les Chicago Boys. There are fundamentally only two ways of running the world. The way of the army or the way of the market. Either somebody at the top tells somebody below what to do, or people agree jointly what to do through the market. Most of the foreign students that we had were supported by their governments and sent here by their governments. And we had no control over the quality of the students. In the case of the Chilean episode, we had our representatives down there, and so we could judge the quality of the students before they came to Chicago. And as a result, we had one of the best groups in terms of quality, in terms of intelligence and ability. We had one of the best groups of graduate students from Chile than we had from any other country. The only other country in which we had the same. Donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Merci. Et juste un petit hommage rapide à... Hier, elle est morte, la femme de Victor Jara. Vous connaissez tous Victor Jara. Sa femme, Joan, anglaise, qui s'est battue toute sa vie pour la mémoire de son mari et pour trouver les coupables de son assassinat et de sa torture, est morte hier à 96 ans au Chili. Voilà. Et pourquoi je parle d'elle? Parce que la chanson que vous écoutez à la fin, beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est Manifiesto de Victor Jara, qui est une chanson que je trouve extraordinaire. Et les paroles de ces chansons-là sont d'une profondeur absolument extraordinaire, merveilleuse. Et ça va très très loin. Et voilà, donc je profite pour rendre hommage à sa femme et à Victor, bien sûr. Excuse-moi, Emilio, je compléterai juste par une petite information. Un des assassins de Victor Jara va être extradé dans un avion dans les prochains jours des États-Unis, où il a perdu la nationalité nord-américaine et il va être jugé au Chili 50 ans après. Et ça, c'est dommage que Joan ne soit pas là pour voir ça. On le voit arriver à l'aéroport aux menottes aux mains. Vous avez entendu l'intervention de Ricardo? Oui, il y a un autre militaire qui s'est suicidé. Oui. Un des responsables a venu arrêter, s'est suicidé. Donc la personne qui est devant nous dit qu'un autre responsable militaire de l'assassinat et de la torture de Victor Jara s'est suicidé lui-même avant d'être jugé.
au Chili il y a quelques mois seulement, il y a très peu de temps. Enfin voilà, et la justice arrive tellement tard, mais parfois elle arrive. Parfois, non toujours. Parfois. Et écoutez, je ne sais pas si quelqu'un de vous ici qui veut parler. Moi je voudrais dire deux trucs simplement. Là, vous avez vu un extrait, simplement. J'ai choisi un moment de la fin parce que, je sais pas, il fallait choisir un extrait. Je ne voulais pas faire du montage, couper des morceaux pour reconstruire une idée. Donc, j'ai préféré montrer un morceau du film. Mais je pense que les films, vous les connaissez tous, plus ou moins. Non? Et les personnes qui parlent là, vous savez qui, vous voyez qui c'est ou non? Je peux vous expliquer un peu. Oui. Bon, il y a quelques intervenants à la fin, qui sont importants, et avec les temps, les jugements étaient... Ils sont tous morts maintenant, tous ces gens-là. Hein. J'ai réussi à les choper en 2004-2005, quand j'ai commencé à tourner ces films-là, qui m'a mis un peu 2 ans à les tourner. Et c'est intéressant, Orlando Sainz, cet homme chauve, un peu élégant, avec une cravate, qui dit que la société de consommation ne lui plaît pas beaucoup et qu'il ne se trouve pas interprété par elle. C'est un des principaux instigateurs du coup d'État militaire au Chili, de la part civile. Il y a eu le Mercurio, Agustín Edwards, les militaires, les marins, la CIA, mais il y a eu aussi Orlando Sainz qui était à l'époque les patrons du patron, le patronat. C'était la SOFOFA, la Société Fomento Fabril, qui est le patronat chilien. Et cet homme-là, quand on le voit là, on est tellement perplexe, quoi. Il y a une dimension historique qui est troublante, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont motivé ces coups d'État-là qui a coûté la vie à plus de 4000 Chiliens, 35 000 torturés, des disparus, destruction de la moneda, je veux dire, tout ça. Et quand tu vois un des promoteurs de ces coups d'État-là, qui aujourd'hui, ou quelques années avant, dit « Mais moi, la société de consommation ne m'interpelle pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1 ou 2 maisons ?» Et je pense qu'il est sincère. Le plus troublant de ça, c'est qu'il est sincère. Donc ça nous interpelle très profondément sur ce que nous sommes, nous, humainement. C'est vers quoi nous allons et qu'est-ce que nous faisons de nos propres vies. Et politiquement parlant, tu vois, ce qu'on fait, c'est quelque chose de très profond, je trouve. Voilà. J'interviens pas plus que ça pour vous dire ça, mais voilà. Ça laisse réfléchir beaucoup. Ça laisse réfléchir l'intervention de mon ami Félix Huerta, qui est un homme qui est handicapé, qui a les mains comme ça, qui est allé se former à Cuba en 1970 pour la guérilla et pour lutter contre l'impérialisme américain et contre le capitalisme et l'oppression du peuple chilien et autres, et qui a reçu une balle malencontreuse à Cuba pendant l'entraînement militaire qu'il suivait. C'était un grand ami de Tati Allende et beaucoup d'autres gens très connus au Chili. Félix, je l'ai connu moi quand j'étais un gamin, c'était un ami de ma sœur, et c'est toutes ces générations-là qui sont tous morts là au Chili, c'était des gens, comme on dit lui-même, des gens irrépétibles, irremplaçables, des gens humainement généreux, d'une valeur extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Félix? Il dit, je pense qu'une vie humaine ne vaut pas la peine d'être perdue par un conflit social. Ça nous interpelle d'une autre manière, encore une fois, mais ça nous interpelle. On nous appelle sur des choses profondes de ce que nous sommes, c'est-à-dire la nécessité de faire une sorte d'autocritique de soi-même pour éviter que l'histoire à chaque fois se répète de manière aussi dramatique et aussi monstrueuse. Et enfin, je vais parler du tango à la fin des Negro Jorquera, et aussi du médecin d'Allende, qui est là, qui parle à la fin et qui parle de cette glace qui va se fondre et dans laquelle peut renaître à nouveau l'espérance. Voilà. Docteur Gijón, qui est un homme aussi extraordinaire, c'est lui qui a trouvé les corps de mon beau-père ensanglantés. Il a essayé de les revivre, de les secourir et de faire de la respiration artificielle. Il est resté imprégné tous les sangs de mon beau-père. Et voilà, encore un homme exceptionnel. Voilà, tous ces gens-là sont... C'est les héros fragiles, voilà, les héros fragiles. Voilà, sur lesquels je viens de lire un extrait avant. Mais on est là pour parler de ce que vous pensez, vous. Jean? Il y avait aussi monsieur... Pardon, excusez-moi. Pardonna? Il y avait aussi
Monsieur Armando Uribe Arce. Perdona, si, je l'adore. Voilà, c'est important de le mentionner aussi. Je ne vois pas qui vous êtes, excusez-moi, je ne vois pas. Je voudrais vous voir. Oui, vous les connaissez, Armando Uribe? Oui, je connais son fils aussi. D'accord, moi aussi je connais son fils, mais Armando Uribe... Je le connaissais très bien. Oui. Non, mais vous avez absolument raison de les rappeler. J'ai une grande admiration pour ces bourgeois aristocrates catholiques, mais qui étaient ambassadeurs de Chili en Chine populaire à l'époque, de la Chine de Mao à l'époque, et qui est un ami de Chou En-lai. Même j'ai des photos de lui avec Chou En-lai. Ils se connaissaient extrêmement bien. Et cet diplomate et poète, il a été d'une brillante lucidité concernant non seulement l'Empire nord-américain, parce qu'il avait été aussi ambassadeur, sinon ambassadeur et consul, ou tu me corrigeras, conseiller aux États-Unis, donc il connaissait très bien Washington et les Américains. Après, il a connu très bien la Chine, et c'est quelqu'un que j'adore. J'ai 2 ou 3 de ses livres dédicacés, je l'aimais énormément et je le rends hommage. Merci pour le rappeler. Armando Uribe Arte. Armando Uribe Arte. Absolument. Personnage incontournable du Chili aussi. Pardon, Jean. Non, amène le micro, parce que derrière, les gens n'entendent pas derrière. Non, c'est un mot sur ce personnage extraordinaire, je suppose, entre vous, j'imagine, vous connaissez, Sainz, monsieur. Orlando Sainz. Orlando Sainz, ce patron extraordinaire avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter, et qui m'a marqué parce que c'est rarissime, ce genre de personnage. C'est-à-dire que quand on parle de gens qui ont des remords, le nombre de... Quand on parle des grandes dictatures du siècle, les anciens communistes qui se battent la coupe, etc., il y en a un paquet. Ça n'a rien, on ne compare pas, mais c'est assez marrant de voir qu'il n'y a quasiment aucun dirigeant d'Asie connu pour avoir dit quelque chose pour une forme d'autocritique ou une forme de regret, ou rien. À la droite chilienne, c'est à peu près pareil. Et alors, à la gauche, il y a plein de gens qui regrettent, et puis, hein, d'accord. À la gauche, ils sont rarissimes. À la droite chilienne, ils sont rarissimes. Alors, il y a le type j'ai oublié son nom, Tiem, je crois, qui est Roberto Tiem, qui était il est mort aussi. Qui vient de mourir, qui est le type de Patria Libertad, c'est bien ça? Oui, absolument. Voilà. Il y a 2 ou 3 bons hommes comme ça, assez rares dans le monde de la droite et de l'extrême droite. C'est parce que c'est assez bizarre. La droite et l'extrême droite a des rares moments, elle n'y arrive pas. Et Sainz est un type qui était assez extraordinaire parce que, oui, je crois qu'il était sincère. À la fin de sa part, dans les années 80, il finançait massivement, les mouvements d'opposition, pas d'extrême gauche, mais enfin bon, il finançait la EPOCA, il finançait la presse d'opposition, APSI, Analysis, enfin, etc. Enfin, c'était un personnage important de certaines formes d'opposition à la fin du régime Pinochet, alors qu'il avait été l'un de ceux qui l'avaient vraiment mis en place. Et c'est rarissime, mais pas seulement au Chili, dans le monde, des types comme ça. C'est assez curieux. Alors, est-ce que le Chili est tellement spécial que même ce qui n'existe pas ailleurs arrive chez lui, rarissimement, mais quand même ça arrive. Voilà, je mentionnais ça parce que c'est vrai que ça m'a frappé de voir... Je crois qu'il était encore vivant, il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort l'année dernière. Je crois de l'avoir vu il y a très peu de temps encore. Et alors la dernière chose qui est passionnante, c'est effectivement Friedman. Le texte de Friedman, l'intervention de Friedman est absolument prodigieuse, parce que c'est cette espèce alors là, c'est un type intelligent, donc c'est vraiment évidemment une espèce d'aveuglement volontaire, refus volontaire de parler politique, et j'invite tout le monde à regarder, si j'avais su, je l'aurais amené, le numéro de The Economist, alors qui n'est pas absolument friedmanien, mais enfin bon, The Economist de septembre de cette année, le numéro sur le coup d'État au Chili. Il est passionnant, ce numéro. D'abord, c'est rare. The Economist, c'est d'un bon niveau intellectuel, c'est honnêteté intellectuelle classique. Et The Economist fait rarement quelque chose, fait son autocritique. Et sur le Chili, on s'est trompé. On a raconté pique-pendre sur l'unité populaire et sur Allende. L'unité populaire, c'était pas bien, mais
mais Allende était un parfait démocrate, c'est pas vrai, il n'y avait pas de danger de dictature marxiste, c'est pas vrai, on a fortement augmenté le nombre d'armes cubaines qui étaient introduites là-dedans, on les a augmentées. Enfin, c'est un numéro assez marrant, qui est rare dans la presse, où il y avait une autocritique. Et ça se terminait par, au fond, c'est là où c'est glaçant, et ça me fait penser à Friedman, The Economist terminait en disant, au fond, mais pourquoi est-ce que Allende et Pinochet demeurent aujourd'hui tellement des sujets de conflit au Chili? C'est des sujets d'histoire, qu'on laisse les historiens en discuter, c'est pas vraiment... Alors, oui, Jésus, Ponce Pilate, De Gaulle, Pétain, tout ça, c'est des sujets d'histoire, ça ne sont plus des sujets sur lesquels on peut s'affronter. Et au fond, le refus absolu de Friedman de causer politique et de ne faire que son modèle économique, et évidemment l'admiration des superbes étudiants chiliens qu'il a eu avec lui chez lui, ça m'a fait un peu passer à cette autocritique bizarre de The Economist, qui se termine en disant, mais tout ça c'est de l'histoire, parlons sérieusement de quelque chose, comment on augmente le PIB. C'est un peu ça, voilà, merci. Tu peux dire une petite chose sur Sáenz? Non, Pour ne pas perdre les... Ce que vient de dire monsieur. Je voudrais dire qu'Orlando Sáenz, il y a quelque chose avec Time, qui vient de mourir aussi. Orlando Sáenz est un des fondateurs de Paz et Liberté. Il y avait plusieurs qui sont restés secrets jusqu'à très tard. Après le coup d'État, on l'a su. Et Paz et Liberté qui a organisé des milliers d'attentats, ils sont sur sa conscience pas mal de morts. D'accord. Merci. 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 Oui, non, une seule chose. Tu lui as, puisqu'on parlait de Friedman, tu lui as posé une question. Friedman. Tu lui as posé une question. Oui. Non, lui, il t'a posé une question et tu n'as pas répondu. Quel pays capitaliste tu pourrais me citer où les choses ne se passent pas bien? Tu lui as répondu? Non. Non. Tu peux lui répondre si tu veux. Si ça t'intéresse, tu peux lui répondre. D'accord. Est-ce que je peux intervenir? Moi, je préfère les silences. Emilio, c'est la première fois que je vois ce film. Ah bon? Si, si. Et j'ai été profondément touché. T'as vu juste 20 minutes, il faut les voir entièrement. Non, mais pas de problème. Je regarde beaucoup des documentaires, je regarde beaucoup, enfin, j'avoue, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais croisés. C'est vrai. C'est la première occasion, c'est bien. Mais j'ai une question par rapport à tout ce que tu as dit et par rapport à l'extrait du film que je vais dire. Nous avons au Chili, en établissant un certain parallèle avec des choses qui se sont passées ici, en France, chez nous, nous avons aussi des Fouchés. Pardon? Des Fouchés et des Talleyrand. Ah, des Fouchés et des Talleyrand, pardon. C'est-à-dire de gens qui étaient soi-disant de gauche, qui étaient progressistes, qui ont appris à l'école de Friedman, en allant là-bas ou en restant au Chili, je ne sais rien, et qui ont gèrent et administrent encore l'économie chilienne, tout en posant comme des gens de gauche. Donc la question est, pourquoi ils ne sont pas là dans le film? Pourquoi? Tu penses à qui exactement? Ah ben, il faut que je donne des noms. Non, je ne sais pas, tu veux dire les économistes des gauches au Chili Non, je ne parle pas uniquement des économistes de gauche, même si les économistes de gauche me dégoûtent comme les autres. Je veux dire des gens qui se sont mis dans la tête d'estimer que c'était bien comme ça et qu'il fallait gérer parce qu'il y avait le PIB à faire croître et qui n'ont jamais remis en cause absolument rien. Et le Chili se trouve aujourd'hui devant le choix entre le mal et le mal. D'accord? De ce point de vue-là, Shakespeare il a raison. C'est-à-dire ce qui reste, ce qui est mauvais. Je ne suis pas d'accord avec Shakespeare. Je pense que ce qui reste, c'est le bien en réalité. Je n'arrive pas à me convaincre que l'histoire, il va se saisir de l'image de Hitler ou de Pinochet comme des exemples à fournir aux enfants. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc la question est là. Comment peut-on
dans l'analyse que l'on fait aujourd'hui, lorsqu'on montre dans un film qui est profondément touchant, aussi des aspects de cette réalité qui sont complexes, des gens qui étaient avec nous et qui ensuite sont partis gérer ce qu'ils ont laissé les autres, pour continuer à faire la même chose ou encore pire. Je suis d'accord, mais je n'ai pas la réponse. Je sais que beaucoup de militants de gauche, au moment de l'avènement de la démocratie au Chili, et ils sont continué à gérer les modèles économiques que Pinochet leur a laissés. Pour les raisons complexes qu'on sait peut-être, je ne défends pas. Je trouve qu'ils ont manqué de courage, il y a eu un manque de courage certain, mais c'est l'histoire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont peut-être trahis, oui, ils sont certainement trahis. Les valeurs qui étaient les siens quand ils étaient jeunes, militants du MIR par exemple, ou militants de l'extrême gauche chilienne ou de la gauche, et qui après, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils sont complètement trahis ces idéaux-là. Ça fait partie de ça. Je suis d'accord avec ça. Mais ils ont changé d'idée. On est, hein? Ils ont changé. C'est pas des trahisons. Ça, par rapport à ça, je suis un peu plus raide que toi. Je pense que quand on a 45 ans, qu'on a été militant d'extrême gauche et qu'on a été militant de gauche sincère, quand on était jeune et qu'on a pris des risques, et qu'à 45 ans on te nomme ambassadeur, ou député, ou sénateur, je crois que c'est une trahison. Je ne pense pas que les hommes... À moi, oui, pour moi, oui. Pour moi, je crois que la conviction qu'on a... En tout cas, moi je ne suis pas un homme politique, mais mes convictions que j'avais quand j'avais 15 ans, que j'ai commencé à militer à l'extrême gauche au Chili, ne sont pas différentes de celles d'aujourd'hui. Je n'ai pas changé d'un iota. D'un iota. Moi. Mais tu me diras, peut-être que tu n'as pas été nommé ambassadeur. Personne n'est parfait. Emilio, deux choses. La première, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton livre. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de la démarche littéraire qui a été la tienne. Comment tu as, enfin, un peu la naissance, comment tu as enchaîné des réflexions, des constats de la vie de tous les jours. Moi, ton film, je le connais, mais pas ton bouquin. Et donc, j'aimerais bien. Et voilà, je voudrais juste, à propos de ceux qui ont trahi, les gens, les dirigeants de l'extrême gauche qui étant passés par le Sénat et par les ministères, disent aujourd'hui, devant un parterre d'extrême droite de la Houdi, déclarent que le coup d'État avait un soutien populaire. Cet individu-là est un traître. Je ne donnerai pas le nom, puisque tout le monde le connaît. Voilà. Bon. Je peux le donner, hein. Bah, c'est Carlos Ominami. C'est Carlos Ominami. Voilà. Bon. Voilà la demande que je voulais te faire. D'accord. Merci. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Peut-être. Je vais répondre à la question de mon ami. Juste, moi, je voudrais juste dire une chose par rapport à ton livre et par rapport à... Qui c'est qui parle? Moi. Ah pardon, je cherchais là-bas. Par rapport à livre, et c'est ce qu'on est en train de discuter. Oui. Dans ton livre, il y a un passage sur Palacios. Oui. Sur les général Palacios qui a dirigé l'assaut à la Moneda. Oui. Et donc, tu fais une démarche très particulière parce que tu veux savoir qu'il raconte un peu comment s'est passé ces moments-là. Et quel est... avec lui. Voilà. Et toi, tu racontes un peu la démarche des Palacios qui disent, bon, on peut peut-être se parler, mais combien je veux toucher. Bon, après, il y a toute une... C'est ce qui se passe. Mais, et à la fin, tu as décidé de ne pas mettre cet extrait dans ton film, parce que tu pensais que c'était un peu pas approprié par rapport à la thématique même. Mais moi, je peux être d'accord avec toi, sauf que moi, j'aimerais bien que ça existe, les films où les soi-disant héros de ce qui s'est passé pendant la dictature,
qu'ils sont combattus avec des gens presque à main nue et qu'ils sont, attends, 6-7 heures avant de les comment ça s'appelle, les tuer, les réduire. Après ils sont tués tous, qu'ils se sont rendus dans les combats avec des miliciens de la résistance de la Dina, et il y a eu des combats, certes, très peu, mais une partie très importante des miliciens de la résistance ont été tués dans des guet-apens, mais d'une façon très lâche. Donc tout ça, ça mérite quand même, je crois, à un moment donné, de montrer. Je vais expliquer parce que sinon c'est incompréhensible pour les gens qui n'ont pas vu le film. En fait, j'ai voulu interviewer dans ces films-là le général Palacios, qui était le général qui a commandé les chars qui ont attaqué la Moneda. Donc c'est les premiers qui découvrent les cadavres d'Allende, de mon beau-père, etc. Donc c'est au Chili, pour les militaires et pour l'extrême droite, c'est un héros national. Et je voulais absolument avoir dans mon film l'interview de ces héros nationaux. Je vais faire très bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc je l'ai contacté, j'ai réussi à l'avoir au téléphone, et il m'a dit au téléphone, il habitait à Viña del Mar, dans une station balnéaire à côté de Santiago, et il m'a dit ouais, je veux bien vous parler, mais je vous lis les chiffres, hein, 5 000 euros et 5 000 $. Pour l'interview. Je lui dis, vous savez, c'est un documentaire, il n'y a pas on ne peut pas échanger l'argent, parce que sinon on guide les gens vers des choses, c'est pas normal, c'est pas éthique, c'est pas moi. Mais je m'en fous complètement, appelez-moi si vous avez de l'argent ou pas. Bon, il m'accroche. J'appelle mon producteur à l'époque, je lui dis voilà, et c'est pas ça, il me dit, il me laisse toute liberté, il me dit, tu fais comme tu veux. Si ta leçon de cette interview-là n'était pas très importante, je te fais confiance, tu lui payes 5 000 €. Tu vois. Donc je l'ai appelé, je lui dis voilà, on est bon. On peut, et je l'ai fait court parce que dans les bouquins c'est bien raconté, mais c'est assez répugnant, c'est un personnage qui puait l'eau de Cologne, avec une chemise rose, avec un vieux, moche, désagréable, malolent, je sais pas, j'aimais pas du tout. Je rentre là, je me suis dit, j'aurais pas d'interview de la merde, ça va être pas bon, j'ai dit qu'il allait payer, putain. J'étais malheureux comme tout, et effectivement j'avais raison, je pose des questions, je passe 1 heure, j'obtiens rien. C'est que des lieux communs, il ne sait rien, il raconte rien. Et à la fin, il discrètement, parce qu'il était un peu comme ça, il me dit, Emilio, il m'appelle comme ça, je lui dis, voilà, il veut le pognon, quoi. Et donc j'ai dit à mon assistant Pablo, je lui dis, Pablo, tu as une petite caméra, filme les moments où on fait l'échange de l'argent, c'est important. Et Pablo filme extrêmement bien, très discrètement, petite caméra comme ça, mais la met comme ça, il se met à côté de moi, pas trop loin, il fait un plan magnifique dans lequel je sors l'argent, et il commence à compter vaguement les bifetons. C'était des dollars, c'était pas des euros, des dollars comme ça, avec une espèce d'avidité. Voilà, je la fais courte. Je finis par garder dans ma poche, et, je sais pas, 500 $ peut-être, parce qu'il a mal compté, donc au lieu de prendre 5 000, il a pris 4 500. Et avec les 500 restants, on est allé au Cinsano, vous connaissez les Cinsano, les Chiliens, à Valparaiso, et on a picolé jusqu'à 5 h du matin. Et c'était formidable. L'extrait était très bon dans le film, et ma monteuse Claire Atherton, qui est une merveilleuse monteuse de cinéma, et que j'aime beaucoup, et qui est ma copine, et me dit, Emilio, si tu mets cette image-là, tu abaisses ton film, reste comme ça suffit, ça suffit largement. Donc j'ai préféré éliminer entièrement l'interview, éliminer aussi ça, mais il y a des gens qui m'ont dit, et je pourrais le faire, mets-les sur Facebook, sur YouTube. Sur YouTube, tu prends cet extrait-là qui dure 1 minute 30, avec un petit texte, voilà les héros du Chili au moment de recevoir, c'est rigolo, peut-être que je vais le faire. Voilà. Et répondant à ta question, Ricardo, je ne sais pas comment te raconter ça, il n'y a pas une démarche, c'est mon premier livre, c'est la première fois que j'écris. J'ai écrit des scénarios de cinéma, j'ai écrit des scénarios pour mes documentaires, pour Arte, comme ça, des textes de 15 pages, 20 pages, mais je n'avais jamais écrit avec une vocation autre que celle de servir à un film. Et là, ça s'est passé à Formentera il y a quelques années, un hiver où il pleuvait beaucoup. Avec ma femme, on avait une maison extrêmement jolie que j'ai adorée et qu'on a vendue parce qu'on a décidé de changer de vie, et qui était un endroit très, très perdu de l'île, en face d'un phare.
un phare qui avait été construit en 1850, 1840, qui était un très joli phare qui éclairait la maison. C'était la seule maison du coin, il n'y avait pas une autre maison. Donc elle éclairait, elle balayait comme ça. Et j'ai toujours aimé cet endroit-là et ces phares-là. Virginia Woolf peut-être, je promenade au phare, ou j'en sais rien, des textes qui me venaient à la tête sur les phares. J'ai trouvé que c'était poétique et beau. Et un soir, je me suis mis à écrire. Il pleuvait très fort et comme ça. Et ces phares-là, en fait, des bouquins, c'est un dialogue entre moi et les faisceaux de lumière. Ça, c'est le début de ces travaux-là, littéraires. Et en fait, ces faisceaux de lumière éclairent comme s'il éclairait ma propre mémoire, comme si les faisceaux venaient éclairer la mémoire. Et ils distillaient des rayonnements, des lumières dans ma tête qui m'évoquaient des souvenirs. Les souvenirs commencent à apparaître et c'est construit une histoire qui est construite entre l'observation des phares et mon amitié avec un paysan du coin qui s'appelait Pépé, qui est mort il y a 2 ans, il a 101 ans, et qui était un peu comme mon père putatif ou mon grand-père putatif, qui m'a appris à pêcher, qui m'a appris la guerre civile espagnole, qui m'a appris énormément de choses. Il savait à peine lire et écrire, et était un personnage merveilleux. Et donc cet homme-là m'a éclairé, les phares m'ont éclairé, et ma mémoire s'est mis un peu en mouvement, et j'ai commencé à mettre en place des idées, des concepts qui m'ont permis de... Et ce qui est rigolo à savoir, c'est que ces phares-là, ce n'est pas les phares de Formentera, c'est les phares de Fécamp, en port Normandie. Et il se trouve que nous avons, avec ma femme, après Formentera, acheté une maison à Fécamp. Et donc le film commence avec les phares de Formentera, et j'ai fini d'écrire avec les phares de Fécamp. Voilà les mouvements. Voilà. On a 5 minutes, si vous avez encore des questions. Ça va, 5 minutes. Non. Oui, c'est bon, hein. Bon, merci beaucoup. J'étais ravi de partager ce moment avec vous.